Et la LPL qui continue avec le match des idées maintenant. Confrontation de points de vue ce soir entre Marie Dosé et Patrick Maisonneuve. On va notamment s'intéresser à la justice des mineurs. Éric Dupond-Moretti veut une réforme et il veut aller vite. Un peu trop vite au goût des sénateurs qui l'ont auditionné ce soir sur le fond du texte, mais aussi sur la méthode. Avant d'en parler avec nos invités, voyons ce qu'a donné cette audition. C'est avec Marie Brémaud. L'audition a démarré par une mise au point. Pour tenter de soulever tout malentendu, le garde des Sceaux est revenu sur une circulaire envoyée dès le mois de décembre aux juridictions pour préparer la réforme. Et ce alors que l'examen débute au Sénat en séance le 26 janvier. Une circulaire qui a fait grincer des dents au Sénat. Vous ferez le travail législatif que vous avez à faire et je l'écris dans cette circulaire. Je dis que ce n'est pas terminé et que ce n'est pas sur la base de ce texte-là que les juridictions vont travailler, mais j'ai quand même la secrète espérance que les grands équilibres ne seront pas modifiés. Une tirade qui n'a pas vraiment convaincu. Et vous vous félicitez des modifications apportées à ce texte par l'Assemblée nationale. On s'en félicite aussi, mais nous sommes dans un régime bicaméral et on le sait, à chaque projet de loi, on nous parle d'urgence. Car il faut aller vite, la réforme est censée entrer en vigueur au 31 mars. Et c'est une réforme d'ampleur. Elle doit remplacer l'ordonnance de 1945, largement dépassée et illisible. Elle consacre une justice des mineurs plus efficace, plus lisible, plus rapide et désormais prévisible pour tous. Avec 3 axes principaux: resserrer les délais de jugement, prendre des mesures plus adaptées et l'irresponsabilité pénale pour les moins de 13 ans. Si sur le fond, la Haute Assemblée n'y voit pas d'objection majeure, l'inquiétude sur les délais d'application est vive, à droite comme à gauche. Et donc nous sommes extrêmement inquiets aujourd'hui sur une mise en œuvre à délai rapproché qui pour nous va fragiliser les fondations d'une réforme qui est importante et qui est essentielle. On voit bien que c'est un nombre très important de professionnels qui contestent la date d'entrée en vigueur. Éric Dupond-Moretti n'a cessé de rabâcher devant les sénateurs que les juridictions étaient prêtes, arguant notamment que la concertation avec les professionnels de la justice avait démarré depuis 2 longs mois. Et avec nous pour le match des idées ce soir en direct sur Public Sénat, Marie Dosé, bienvenue. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris et vous êtes l'auteur notamment de ce livre « Les victoires de Daesh, ce terrorisme que nos peurs fabriquent ». Avec nous également Patrick Maisonneuve, bienvenue. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous aussi, le grand public vous connaît pour votre travail dans des procès assez médiatiques, l'affaire du sang contaminé, l'affaire Tapie, Mediator, Outreau et beaucoup d'autres. Merci à tous les deux d'être avec nous. On l'a compris, les sénateurs considèrent que le garde des Sceaux essaie d'enjamber le Sénat pour faire passer sa réforme plus vite. Ça, c'est le problème de la méthode et peut-être que vous aurez envie de la commenter. Peut-être d'abord sur le fond, réformer la justice des mineurs. C'est une réelle priorité selon vous. Quel est le problème, Marie Dosé ? Je ne sais pas. Voilà bien des années tout de même qu'on évoque cette ordonnance qui est trop vieille, qui n'est plus adaptée, cette délinquance des mineurs qui a tellement changé qu'on ne peut plus se fonder sur ce texte-là. Ouais. Je ne sais pas en tout cas s'il fallait la réformer dans cette urgence-ci. C'est vrai qu'il y a un petit problème de méthode. S'agissant d'une missive qui ressemble plus à une circulaire qui aurait été envoyée au chef de juridiction et qui évoque déjà la mise en œuvre d'une réforme qui n'a pas été discutée ni votée par le Sénat. Donc c'est vrai que c'est une forme de mépris pour le Vous l'avez entendu ce soir au Sénat, il dit qu'il voulait juste les prévenir qu'un nouveau texte arriverait. Voilà ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti. Il n'y a pas besoin d'une fausse circulaire pour les prévenir qu'un nouveau texte arrivait, pas de difficulté sur ça. Sur le reste, j'ai lu avec attention les critiques, par exemple de M. Rosenzweig, qui a été très longtemps président du tribunal pour enfants de Bobigny, et qui s'inquiète de ce texte, parce que la primauté de la prévention serait assez malmenée, contrairement justement à l'esprit de l'ordonnance de 45. Il me semble intéressant de fonder désormais l'irresponsabilité pénale pour les moins de 13 ans. Il était temps, cette notion de discernement ne pouvait plus tenir, mais certaines dispositions, moi, m'apparaissent assez inquiétantes, notamment la possibilité pour les juges des enfants de prendre des mesures qui s'apparentent plus à des mesures contraignantes de contrôle judiciaire plutôt qu'à des mesures d'assistance éducative. Voilà, je suis assez inquiète sur le fond. Sur tout, en fait, finalement, sur le fond et sur la méthode. Oui. Patrick Maisonneuve. Non, alors, je ne reviens pas sur la méthode. Bon, j'ai vu effectivement qu'il y a eu cette polémique où le Sénat a estimé qu'on l'ignorait totalement, voire qu'on le méprisait. Je pense qu'effectivement, sur la méthode, j'ai un regard un peu critique. Maintenant, cette réforme, elle a le mérite d'exister.
ordonnance de 45, il y a eu d'autres ordonnances depuis, il y en a à peu près plus d'une quarantaine à peu près. Oui, à tel point que le texte était illisible. Donc on ne comprenait plus vraiment le texte d'origine de 45 modifié à plusieurs reprises. Oui. Elle a le mérite d'exister avec des dispositifs qui sont mis en place, avec les centres en milieu fermé. On nous dit qu'il y a des magistrats qui vont être dédiés à l'application de cette réforme sur la jeunesse. Je crois qu'on a parlé de 70 postes de magistrats. Ce qui est bien. C'est le garde des Sceaux. Oui, c'est mieux que si on augmente effectivement les magistrats, ça ne peut être qu'une bonne chose. Il a été évoqué également, en ce qui concerne la protection de la jeunesse, 90 à peu près postes qui seraient créés. Vous savez, comme toujours, il y a une loi, on peut la critiquer, on peut être plus ou moins d'accord. Encore faut-il proposer autre chose. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale quand même entre le garde des Sceaux et un représentant de l'opposition, mais de Mélenchon, de la France Insoumise, où effectivement, où très justement, le garde des Sceaux lui posait la question, mais qu'est-ce que vous proposez? Parce que critique, on est assez doué dans notre pays pour apporter une critique un peu systématique, mais là, cette réforme a quand même le mérite d'exister. Et ce qu'il faut voir, c'est la mise en œuvre, parce que sur le texte, je crois que tout le monde a été voté à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que les sénateurs ne sont pas particulièrement critiques en ce qui concerne le fond. On est d'accord sur la méthode et le timing. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce que c'est un vrai débat quand même? Est-ce que ça aurait mérité plus de temps? 31 mars. Plus de temps, 31 mars. Au Sénat, on dit qu'il faudrait 6 mois de plus au moins. Ouais, c'est ce que j'ai vu. À l'époque de Madame Belloubet, qui était quand même à l'initiative de cette codification, mais ça n'est pas seulement une codification, mais tout de même. Une année de travail parlementaire était prévue. Et puis ensuite, du fait de la crise sanitaire, on a dû resserrer ces délais. Mais on peut comprendre que le Sénat ait besoin effectivement de 6 mois pour travailler ce texte. Ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas seulement réorganiser ou donner des moyens. Il y a tout de même des dispositions qui doivent vraiment être approfondies et qui exigent un travail parlementaire. Si on prend une mesure phare que j'ai prise comme ça, Éric Dupond-Moretti veut l'obligation de prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire lorsqu'un mineur est placé en détention provisoire. Oui, non, pourquoi, Patrick Maisonneuve? Non, mais ça, c'est une mesure d'assistance sous l'éducation plutôt qu'une détention provisoire, j'allais dire sèche, me paraît être une bonne chose. Ça va dans le bon sens. Oui, ça va, à mon sens, ça va dans le bon sens. S'il y a une vraie mesure qui est mise en place, j'ai entendu le garde des Sceaux dire qu'il avait visité des centres, je ne sais pas aujourd'hui, mais sur une autre audition au mois de juillet, parce qu'il y a eu la commission des lois en juillet, en disant qu'il avait visité, que c'était formidable, qu'effectivement, en gros, que 7 éducateurs pour 11 gamins, c'était une bonne chose. Si c'est effectivement 7 éducateurs pour 11 gamins, j'espère que je ne trompe pas dans un sens ou dans l'autre, mais enfin, ça ne change pas grand-chose, mais ça ne peut être qu'une bonne chose. Encore une fois, il y a l'expérience. Vous savez, c'est important, il y a le texte qui est voté, et le contrôle des parlementaires sur l'exécution, la mise en œuvre du texte me semble aussi très important. On en souffre pas mal de ça quand même. Oui, moi je suis un peu plus inquiète sur la création de l'audience unique où le juge des enfants va se prononcer en même temps sur la culpabilité et sur la sanction, parce que ce que disent les éducateurs ou même le président du tribunal pour enfants, c'est que ça ne laisse plus de travail pour l'accompagnement et éducatif. Il n'y a plus de délai là. Il y avait un délai la création, voilà. Là, il y aurait la création d'une audience unique où le juge des enfants va se prononcer tant sur la culpabilité que sur la sanction. Et là, c'est vrai que, attention, le mineur, il faut vraiment un traitement à part. Il ne peut pas tout assumer d'un seul coup, c'est-à-dire une déclaration de culpabilité et le sens d'une peine. Il y a un travail d'accompagnement éducatif qui est extrêmement important et qui, là, du coup, perdrait tout son sens. Et j'ai cru comprendre que dans le texte, il y avait un délai entre la décision de culpabilité et la sanction, qui avait un délai de 6 mois ou 9 mois. J'avais compris, donc peut-être cette définition a disparu, mais c'est la création. Voilà. Et on va continuer de parler des mineurs. Cette fois, on va parler de cette proposition de loi pour les protéger des crimes sexuels. Elle est en préparation au Sénat. C'est Annick Billon qui va faire examiner son texte le 21 janvier en séance. La commission des lois l'a adopté à l'unanimité ce matin même au Sénat. L'un des enjeux majeurs, c'est l'âge à partir duquel on estime qu'il peut y avoir ou pas consentement. Le Sénat a décidé que ce serait 13 ans. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans un instant. On va d'abord écouter la présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat qui a justifié cet âge. C'était à notre micro mi-décembre. Écoutez. Dans de nombreuses affaires, l'actualité, elle revient régulièrement. Les
les relations sexuelles entre un adulte et un enfant de moins de 13 ans sont souvent qualifiées d'atteinte sexuelle. Et donc, on imagine alors que l'enfant a pu être consentant. Pour ma part, il n'y a jamais de consentement, quelle que soit la situation. Donc, je crois que cette disposition, c'est poser un interdit clair dans la loi. C'est aussi mieux protéger, par exemple, les enfants en situation de handicap qui, là encore, pour qui les critères violence, menace, contrainte, surprise ne sont absolument pas adaptés. Marie-Dosé, qu'en pensez-vous? Annick Billon a raison? C'est compliqué, ce sujet. Je n'arrive plus, moi, à avoir de position ferme et tranchée. J'en ai une sur la prescription. Là, c'est clair. C'est rare chez vous. Non, mais ce qui est rare chez moi, parce que, à force de... Voilà, je ne comprends pas ce qu'elle vient de dire lorsqu'elle dit « on imagine alors que l'enfant a pu être consentant ». C'est pas du tout ça, le texte. Ça n'est pas dire que l'enfant a été consentant, ça n'est pas ça. L'atteinte sexuelle, elle est définie par le code pénal, par le fait par un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement. Il n'y a pas ici d'arrière-pensée selon lequel l'enfant serait consentant. Nous avons un arsenal qui moi, j'en suis désolée, mais je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Et pour aller régulièrement devant les tribunaux correctionnels et devant les cours d'assises, que ce soit du côté des parties civiles ou du côté des ça ne manque pas de clarté pour vous. Mais non, un magistrat sait très bien qu'à un moment donné, contrainte, menace ou surprise, la surprise, elle est liée à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un de 40 ou 50 ans a un geste déplacé ou un geste agressif ou en tout cas un geste à connotation sexuelle envers un enfant, il le prend par surprise. Donc ça rentre dans le cadre des dispositions du code pénal. Donc ça suffisait en l'état? Pour moi, j'estime que ça suffit. Mais depuis tant d'années, on nous demande de surenchérir législativement, ou en tout cas d'un point de vue pénal et pénalement, sur cette difficulté de consentement ou non-consentement. C'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas s'il y a un problème. Je crois surtout que les textes sont mal compris et qu'ils sont mal éprouvés. Et son introduction, d'ailleurs, le prouve. Elle est en train de mélanger deux choses. Vous voyez, l'actualité démontre que en l'état du droit existant, s'agissant de la prescription, messieurs Matzneff et messieurs Duhamel pourraient être poursuivis, là, tout de suite. Voilà. Ça ne serait pas prescrit, là, actuellement. Si le droit existant s'appliquait. Là, ça ne l'était plus au moment, mais à ce jour, s'ils étaient poursuivis là, aujourd'hui, il n'y aurait pas de difficulté. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on mélange actuellement deux débats, mais parce que tout va trop vite et qu'en 48 heures, 3 ou 4 jours, on ne peut pas avoir assez de recul sur des notions aussi importantes entre prescription et consentement et âge de la minorité ou de la majorité sexuelle. Je précise que cette interview, c'était mi-décembre, pour être précis. Oui, mais ça revient. Et cette question de l'âge, 13 ans, c'est le bon âge? Écoutez, est-ce qu'il y a un bon âge? Vous savez, moi je suis incapable de répondre. Ça a fait beaucoup de débats ici au Sénat, notamment à la commission des lois. Oui, mais c'est 12, c'est 13, c'est 14. Il faut bien arbitrer à un moment ou un autre. Mais je crois qu'il faut quand même laisser... Alors, c'est un duel, je suis désolé, mais je suis assez d'accord avec mais allez-y, vous rigolez. Avec ma consoeur. C'est vrai que le magistrat... ou les magistrats, ou voire avec les jurés lorsque c'est une affaire criminelle, savent apprécier effectivement, au regard de la législation, si vous parlez de la surprise, mais ça peut aussi la contrainte, ça peut être aussi la contrainte morale par un ascendant, ou quel qu'il soit d'ailleurs. Et les magistrats apprécient effectivement au cas par cas pour essayer de délimiter effectivement une responsabilité. Alors 13 ans, on a eu 15 ans, maintenant ça sera 13 ans. Ça veut dire qu'à 13 ans et demi, si le problème du consentement c'est le problème des textes, il faut bien l'écrire noir sur blanc. Il faut bien l'écrire, on n'avait pas vraiment écrit, il faut bien l'écrire. Mais et cette question, vous disiez que vous étiez un petit peu plus tranché sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Alors ça c'est autre chose. Non, là c'est vraiment autre chose. Mais là je crois vraiment qu'on fait erreur. J'entends de ci, de là, et que sur les mineurs ou sur les crimes sexuels à l'encontre des mineurs, il faut impérativement qu'il n'y ait plus de prescription. Non, mais en l'état actuel du droit, un enfant qui serait victime d'un crime sexuel à 5 ans peut déposer plainte jusqu'à 48 ans.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui l'a commis à l'âge de 20 ans peut être poursuivi jusqu'après ses 60 ans. On est dans la quasi-imprescriptibilité. Et n'oublions pas tout de même que la prescription, c'est aussi, à un moment donné, comme dit Homère, comme l'écrit Homère, empêcher à l'homme mortel d'avoir une haine immortelle. La haine, c'est aussi une terrible aliénation. La prescription n'est pas faite seulement pour les victimes, mais pour la société tout entière. Et puis, surtout, le dépérissement des preuves. Les parties civiles, les victimes vont se décider à déposer plainte lorsqu'elles auront 45-46 ans. Il n'y aura plus de témoins. Il n'y aura bien évidemment aucun élément de preuve objectif, pas d'ADN, etc., etc. On sera sur parole de l'un qui aura 48 ans, 30 ans, 35 ans après les faits, parole de l'autre qui aura 70 ou 75 ans. Mais enfin, les tribunaux correctionnels ne pourront pas juger, ils ne pourront que relaxer. Et maintenant, on a prouvé qu'il existait une amnésie post-traumatique, par exemple. Non, mais l'amnésie post-traumatique... Là aussi, les délais suffisent? Mais l'amnésie post-traumatique... Mais bien sûr que ça suffit. L'amnésie post-traumatique jusqu'à 48 ans, elle peut quand même, à un moment donné, permettre à la victime de déposer plainte. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que le crime doit être tu ou que ce qu'il s'est passé n'a pas existé. Mais on ne peut pas tout judiciariser. Les tribunaux vont relaxer, les cours d'assises vont relaxer. Pourquoi ne pas aller sur d'autres également prescriptions? Vous savez, par expérience, et ça m'est arrivé d'avoir des victimes, et je pense à un dossier en particulier, qui effectivement, avec une plainte intervenue au-delà de 18 ans, 20 ans après 18 ans, c'est une épreuve absolument terrible pour la personne qui est plaignante, parce qu'on arrive à un acquittement. C'est son père, on est arrivé à un acquittement. Vous n'avez plus de témoins, vous n'avez plus de preuves. Donc elle va faire un parcours. Donc c'est la double peine, quoi. Elle va faire une double peine. Elle aura une double peine avec les décisions d'acquittement 25 ans après, puisqu'il ne sera pas reconnu coupable. Et je dirais que, c'est encore heureux qu'il ne soit pas reconnu coupable. S'il n'y a pas de preuves, on est présumé innocent. Et s'il n'y a pas de preuves, s'il y a un doute, vous savez, ce sont des affaires qui sont graves souvent. Alors, il y a les affaires correctionnelles, certes, mais il y a aussi les affaires criminelles, donc les jurés. Et les jurés, lorsque vous avez 25 ans ou 30 ans après, parce qu'il y a le délai aussi d'audiencement de l'instruction, de la procédure, et vous êtes juré, et que vous allez prendre une décision sur parole contre parole, en envoyant ce monsieur 10 à 12 ans en prison dans le cadre d'une réclusion criminelle, on peut comprendre que les juges sont particulièrement hésitants. Donc c'est perdant-perdant des deux côtés. Donc il faut effectivement revenir à des délais de prescription qui soient raisonnables et pas arriver à ce système où la prescription, elle existe aujourd'hui pratiquement plus. On arrive pratiquement à ce système-là. Il va y avoir une difficulté aussi sur cette décision désormais du parquet d'ouvrir à chaque fois une enquête préliminaire pour vérifier que les faits sont prescrits. Pardon, il n'y a pas besoin d'une enquête préliminaire pour vérifier que les faits sont prescrits. Les procureurs sont assez compétents juridiquement pour le savoir. Et il va y avoir deux poids, deux mesures. Pour toutes ces jeunes femmes qui n'écrivent pas de livres, qui ne rendent pas public par un film ou par une interview, ce qui leur est arrivé, il n'y aura jamais d'ouverture d'enquête préliminaire. Et interroger, auditionner, parfois même placer en garde à vue quelqu'un sur des faits prescrits pose une difficulté. Il faut réexpliquer ce qu'est la prescription. La victime, son deuil ne passe pas nécessairement par la case judiciaire, pas 30 ans plus tard. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va passer au troisième thème de ce match, qui n'a rien à voir, sans transition. C'est la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres ce matin. Cette prolongation ira jusqu'au 1er juin prochain, si le Parlement, bien sûr, vote le texte. Mediapart a fait le compte. Les Français auront alors passé 21 mois sous régime d'exception. Vous allez me dire là aussi ce que vous en pensez dans un instant. On va d'abord accueillir dans ce match des idées Dominique Noguer. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes vous-même ancienne avocate. Expliquez-nous pourquoi ça vous pose problème, si ça vous pose problème d'ailleurs, cette très probable prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Merci de votre invitation et pardonnez ma voix qui est légèrement cassée ce soir. Merci. Oui, ça nous pose problème, bien sûr, comme chaque fois qu'il y a eu un état d'urgence dans notre pays. C'est quand même pas le premier. Depuis quelques années, nous naviguons d'état d'urgence en état d'urgence et ça fait quand même beaucoup. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est l'état d'urgence sanitaire, avec des raisons qui ne sont plus celles qui étaient précédentes, le terrorisme, les attentats terribles que nous avons vécus, mais quand même, ça nous interpelle beaucoup parce que il ne faudrait pas quand même que l'on s'habitue
à vivre sous un état d'urgence, à vivre avec un rétrécissement progressif de nos libertés, avec en fait une acceptation, une accoutumance, un fait accompli. Voilà, on est dans l'état d'urgence, ça fait partie de notre système. Et ça, je crois que c'est quand même extrêmement inquiétant et qu'on doit rester très vigilant, même si la situation sanitaire est ce qu'elle est, et je ne la nie pas, bien évidemment. Je pense qu'il faut que nous soyons très vigilants dans cet équilibre entre la nécessité de la protection et les impératifs que nous cause cette crise sanitaire, et la nécessité absolue aussi de préserver l'état de droit, les libertés. C'est pas du blabla, je veux dire, préserver les libertés, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de les préserver. Donc il faut que tout ça soit étudié avec beaucoup d'intelligence et surtout que on ne fasse pas comme ça s'est passé dans les autres états d'urgence, où on finisse par retrouver dans le droit commun un certain nombre de dispositions exceptionnelles, voilà, qui resteraient finalement définitives. Diriez-vous, Dominique Noguer, que la situation sanitaire est un prétexte à ce gouvernement pour finalement mettre la main sur nos libertés? Est-ce que vous iriez jusque-là? Je ne sais pas si c'est un prétexte, je ne peux pas la nier, la crise sanitaire. Tout le monde l'a subie, tout le monde s'inquiète, tout le monde est là, ça c'est une raison. Mais peut-être quand même que, surtout dans les premiers mois du confinement, quand on a vu les premières mesures, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait un certain nombre de dérapages qui se sont produits, par exemple, sur les populations les plus fragiles, sur ne serait-ce que, par exemple, les personnes qui étaient incarcérées, sur les demandeurs d'asile, etc. On a vu qu'il y avait eu énormément de difficultés qui se présentaient. Donc, je ne sais pas si c'est un prétexte, mais il y a évidemment dans ces dispositions des atteintes à nos libertés fondamentales qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas laisser passer, qu'on doit dénoncer. Et puis, je rappelle quand même que l'état d'urgence, ça doit être l'exception et qu'il faut le plus vite possible pouvoir en sortir. Alors, je sais bien qu'on n'est pas maître de l'épidémie, mais quand même, il y a peut-être des mesures qui font qu'en tout cas, ça ne devienne pas banal, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne se résigne pas, qu'on ne s'y accoutume pas et qu'on n'aille pas vers une érosion d'un état de droit. Ou un éternel état d'urgence. Restez avec nous, Dominique Noguer. Parce qu'après tout, on ne sait pas quand ça va s'arrêter et il ne faudrait pas que ça dure comme ça indéfiniment. Et restez avec nous, on va continuer évidemment à parler de ce sujet avec nos invités en plateau et vous nous faites signe si vous voulez réagir à ce qui est dit en plateau. Marie Dauzé, vous avez ces mêmes craintes, vous aussi vous craignez cette accoutumance un peu malsaine à cette restriction de liberté? Oui, parce que finalement l'état d'urgence sanitaire finit par se montrer plus prégnant que son jumeau sécuritaire de 2015. Donc J'entends exactement ce qui vient d'être dit et puis ça résonne. Nous, avocats, nous savons combien des mesures qui étaient censées être exceptionnelles, prises dans le cadre de l'état d'urgence de 2015, sont devenues pérennes et sont finalement entrées dans le droit commun. Donc, bien sûr que nous sommes inquiets pour les libertés fondamentales, pour les libertés publiques et puis sur cette notion de proportionnalité. Il faut que les mesures prises soient strictement proportionnées aux risques encourus. Je lisais une étude très intéressante de l'Institut international pour la démocratie qui est financé par l'Union européenne et qui est domicilié à Stockholm et qui raconte comment en Birmanie, par exemple, on se sert de la crise sanitaire pour mieux bloquer les aides humanitaires. On est évidemment sur les populations les plus fragiles et notamment les Rohingyas musulmanes. Voilà, donc... D'accord, mais est-ce qu'on peut soupçonner notre gouvernement d'appliquer de telles méthodes et peut-être de le comparer à un exécutif birman? Alors, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je viens de dire. On est d'accord. Pas du tout. Attention. Et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans l'ère du soupçon. Donc, soit je vous établis là qu'il y a des mesures qui sont prises, qui sont parfaitement liberticides, complètement disproportionnées, et qu'à partir de là, oui, ce gouvernement se sert de l'état d'urgence soit je ne le fais pas et je ne le fais pas. Je parle de vigilance. Je dis, il faut faire extrêmement attention. Et il faut toujours essayer d'avoir un regard en avant, un regard d'avance pour se dire, attention, cette mesure, soyons très vigilants, elle ne doit pas s'inscrire ensuite dans le droit commun. C'est tout. Je ne suis pas du tout en train de comparer, évidemment, ces deux pays. Patrick Maisonneuve. On ne peut pas comparer les choses entre 2015 sur le terrorisme et aujourd'hui cette crise sanitaire majeure. Le terrorisme, on peut éventuellement évaluer, cerner un ou deux groupes qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique de nos concitoyens ou nos concitoyens en tous les cas. Là, c'est un ennemi sanitaire
qui a été d'une grande immédiateté, d'une grande brutalité, d'une grande violence, et ça continue. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix entre combattre et essayer de sauver des vies. Non pas seulement d'ailleurs des personnes qui sont atteintes du Covid, mais également de pouvoir apporter des soins à toutes d'autres personnes qui ont des pathologies. C'est le problème qu'il y a aujourd'hui en Angleterre, et qu'on a connu d'ailleurs au printemps. Il faut faire un choix, et le gouvernement a raison de faire ce choix. Alors qu'on soit un peu inquiet, un peu vigilant, un peu préoccupé, certes, mais moi je suis plus préoccupé par les morts à venir demain matin, les personnes qui sont en réanimation. Réanimation qui est le service réanimation, c'est une antichambre de la mort. Ce n'est pas rien. Donc vous êtes un peu dans le quoi qu'il en coûte, même sur le plan des libertés individuelles. Faut y aller. Non, mais attendez, les libertés individuelles. Pour le moment, de façon temporaire. Si demain le gouvernement décidait de faire un internement administratif à toutes les personnes positives avec l'armée et des barbelés autour, je serais contre. Il y a la problématique du vaccin. Enfermer les gens chez soi, c'était déjà assez fort, quand même. Oui, mais mondialement, ça s'est fait. Donc ça le justifie. Lorsque sous temps de guerre, lorsqu'il y a un couvre-feu, on demande aux gens de descendre on demandait aux gens, en tous les cas, et encore aujourd'hui, de descendre dans les caves pour se protéger, et en tous les cas de ne pas sortir de chez soi. Il y a un impératif. Et vous savez une chose quand même, c'est que si le gouvernement, je suis absolument convaincu que si le gouvernement ne prenait pas cette décision, on lui reprocherait. On le reprocherait sur le plan politique, on rierait effectivement à l'irresponsabilité, j'en ai ma main coupée, et on serait aussi de lui reprocher sur le plan judiciaire via la Cour de justice de la République en disant vous n'avez pas pris. J'ai vécu, moi, toutes les décisions. De la République. La Cour de justice de la République est saisie, d'ailleurs. Pardon ? La Cour de justice de la République est saisie. Elle est d'ailleurs saisie en ce qui concerne le gouvernement. Pas, tout de même, en ce qui concerne Édouard Philippe, absolument, je le sais. Et elle pourrait être de nouveau saisie demain. Je crois que Dominique Noguer, vous voulez réagir rapidement, quelques secondes avant de passer au 4e chapitre. Oui, très très rapidement. Bon, je crois qu'on n'est pas dans le débat de dire il fallait pas. Oui, on sait qu'il y a des mesures à prendre. Simplement, il faut, comme on le disait tout à l'heure, qu'elles soient proportionnelles, justifiées, etc. Et là, il y a des moments où ça dérape et où on a quand même légitimement le droit de s'inquiéter et de se poser la question de savoir si les conséquences ne vont pas finalement être pérennes. Je parlerai très brièvement, vous le savez très bien, il y a des transformations profondes qui se passent dans le droit du travail, par exemple, dans le droit de la santé, etc. etc. Donc il y a beaucoup de choses qui risquent de changer, sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. L'appel à la vigilance, on l'a entendu. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Il nous reste quelques minutes pour le 4e chapitre du match des idées. Les libertés publiques encore, d'ailleurs, sont-elles menacées par les décrets Darmanin cette fois ? Le ministre de l'Intérieur était auditionné hier soir au Sénat. Il a été question bien sûr de la loi sécurité globale, mais les sénateurs ont d'abord voulu l'interroger sur l'élargissement du fichage rendu possible par ces décrets. Opinion politique, convictions philosophiques, religieuses, commentaires sur les réseaux sociaux, données de santé. On pousse un peu loin la collecte d'informations, a confié un brin ironique le sénateur socialiste Jérôme Durain à Caroline Deschamps sur notre site publicsénat.fr. Le ministre de l'Intérieur, lui, n'y a vu et n'y voit aucune atteinte aux libertés publiques. On l'écoute en quelques secondes et je vous fais réagir. Elles ont, et c'est bien naturel, été contrôlées par la CNIL, par le Conseil d'État. Il y a eu également une analyse d'impact de protection des données telle que prévoit la loi. Et par ailleurs, ils ont été publiés, contrairement à beaucoup de fichiers de souveraineté, ce qui garantit, je crois, l'information normale des citoyens et bien évidemment des parlementaires qui évoquent ce sujet aujourd'hui. Droit dans ses bottes, Gérald Darmanin. Marie Dosé. C'est scandaleux. La publication de ces décrets m'a scandalisée. On est sur une surveillance d'opinion. D'abord, la CNIL n'a pas eu le texte finalisé, et elle l'a rappelé. On est sur une surveillance d'opinion. Ce ne sont pas des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Ce sont des opinions politiques, des convictions philosophique et religieuse et une appartenance syndicale. Mais c'est le fichier Edwige 2020. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce silence de l'opposition, ce silence de la société civile. C'est à proprement parler scandaleux. Vraiment. Et on en parle beaucoup. Je ne vais pas faire de procès d'intention au ministre de l'Intérieur. Je vais partir sur le principe que le ministre de l'Intérieur est un grand démocrate. Il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde le texte, il est très dangereux. Quand vous vivez les personnes qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité du pays. Dans le mot susceptible, parce que quand vous faites une loi,
quand vous légiférez ou quand vous faites un texte, eh bien peut-être que demain, des successeurs auront moins d'exigences démocratiques et le texte lui-même permet effectivement de porter atteinte à des libertés fondamentales. Il est très dangereux, ce texte. Le Conseil d'État a validé ou... Alors sur la forme, le Conseil d'État. Sur la forme. D'accord. Sur le fond, ce sera examiné beaucoup plus tard. Donc se cacher derrière la CNIL et le Conseil d'État, en fait, c'est... Le Conseil d'État est intervenu sur la forme. Voilà, mais il va falloir résister. On ne peut pas laisser passer un texte comme celui-là. La prise en compte de facteurs de fragilité tels que les addictions ou les régimes de protection. Mais c'est ce qui est écrit. Je ne veux pas désigner un parti politique quel qu'il soit, mais j'imagine un parti politique particulièrement ayant ces textes à sa disposition pour... Oui, et on aura bien compris. Bon, voilà, on a bien compris. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Fin de cette émission, on se retrouve demain à 18h et à 22h30. En attendant, vous retrouvez Bonjour chez vous dès 7h30, comme d'habitude. Dès demain matin, Oriane Mancini recevra notamment Marc Fesneau, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.